À 2 heures du matin, mon bébé a été conduit aux urgences, étouffant. Ma belle-mère a crié, « C'est toi qui as fait ça !» Toute la famille m'a blâmé. Le traitement d'urgence lui a sauvé la vie. Quelques jours plus tard, le médecin m'a appelé. « Madame, nous avons analysé ce qu'il y avait dans la gorge de votre enfant. » Il a marqué une pause. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'a fait délibérément. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un petit appartement de la banlieue de Boston, Layton prit sa fille de 6 mois, Emily, dans ses bras et sourit sous la douce lumière du matin. La petite main du bébé effleura la joue de sa mère, et une douce chaleur lui réchauffa le cœur. Pour elle, qui travaillait de chez elle comme graphiste, cet instant était le plus précieux des trésors. Son mari, Tom, était un architecte très occupé, mais c'était un homme aimant qui consacrait toujours ses week-ends à sa famille. Un vendredi soir, en rentrant du travail, Tom se mit à parler de leur habituel dîner du week-end chez ses parents. Sa mère, Patricia, était une ancienne infirmière qui avait été sincèrement ravie par la naissance de sa petite fille. La sœur de Tom, Jessica, venait aussi chaque semaine avec son mari, Brian, et toute la famille suivait ensemble la croissance d'Emily. Layton s'estimait chanceuse d'avoir une telle belle famille. Jessica, en particulier, était pétillante et extravertie, une tante bienveillante qui passait souvent pour l'aider avec le bébé. Le samedi après-midi, Layton et Tom se rendirent chez les parents de Tom avec Emily. La spacieuse maison de style colonial était un espace chaleureux où le bon goût de Patricia se reflétait partout. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée, Patricia les accueillit avec un sourire. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés. Elle prit aussitôt Emily dans ses bras et contempla tendrement son petit visage. Jessica s'empressa elle aussi de gazouiller devant le bébé. Brian, lui, observait la scène familiale depuis le salon tout en lisant son journal. Mais récemment, Layton avait commencé à remarquer de subtils changements. Les conseils de Patricia sur l'éducation de l'enfant étaient devenus plus fréquents qu'auparavant, et parfois, ils lui semblaient un peu excessifs. Quand elle prenait Emily, on lui disait que sa façon de la tenir n'était pas la bonne. Quand elle parlait de commencer à préparer des petits pots, on lui rétorquait que c'était trop tôt. Elle savait que ces conseils provenaient de ses connaissances et de son expérience d'ancienne infirmière, mais être corrigée sur chaque petit détail lui donnait l'impression de mal s'y prendre en tant que mère. Layton se disait que c'était des conseils bien intentionnés et les balayait d'un sourire. Jessica aussi avait commencé à montrer une attitude légèrement différente. En tenant Emily, elle marmonnait de plus en plus des choses comme « si j'étais sa mère, je ferais les choses de cette façon ». Ces mots avaient un poids particulier et mettaient Layton quelque peu mal à l'aise, mais elle les interprétait comme une marque de gentillesse de la part de sa belle-sœur. À table, Patricia parlait avec enthousiasme du développement de sa petite fille, et Jessica fixait parfois le bébé avec un regard lointain. Un dimanche après-midi, alors que Layton préparait du café dans la cuisine, elle entendit des pleurs provenant du salon. En y retournant précipitamment, elle vit Jessica le visage couvert par ses mains, les épaules secouées par les sanglots. Patricia consolait sa fille en lui frottant doucement le dos. Layton, inquiète, l'appela, mais Jessica ne leva pas les yeux et répondit doucement que ce n'était rien. Patricia conduisit sa fille à la cuisine, et elles commencèrent à discuter en privé. Layton sentit l'atmosphère pesante tout en apaisant Emily. Ce soir-là, après être rentré chez eux, Layton interrogea Tom. Il hésita un peu avant de révéler que sa sœur suivait un traitement pour la fertilité. Jessica et Brian espéraient avoir un enfant depuis 2 ans, sans succès, et ils consultaient depuis peu une clinique spécialisée. Layton eut le cœur serré. Que devait ressentir Jessica à chaque fois qu'elle parlait joyeusement d'Emily ? Rongée par la culpabilité, elle décida de s'abstenir de parler de puériculture devant sa belle-sœur. Au cours des semaines suivantes, les réunions chez les beaux-parents devinrent plus fréquentes. Patricia disait vouloir voir Emily plus souvent, et ils commencèrent à dîner chez eux 2 fois par semaine. Jessica était présente à chaque fois et tenait à prendre le bébé dans ses bras. Layton, désireuse d'aider un tant soit peu sa belle-sœur, la laissait volontiers faire. L'expression de Jessica en tenant Emily était parfois teintée de tristesse, mais elle souriait toujours tendrement. En apparence, les relations familiales semblaient bonnes, et Layton pensait qu'elle construisait de bons rapports avec sa belle famille. Tom était également heureux que sa mère et sa sœur s'occupent de sa fille et de sa nièce, et les jours chaleureux où toute la famille regardait Emily grandir se poursuivirent. Environ 2 semaines plus tard, l'état d'Emily commença à changer progressivement. Ses pleurs nocturnes devinrent plus intenses et elle se réveillait plusieurs fois par nuit.
Même à l'heure des repas, elle ne buvait pas bien son lait. Inquiète, Layton consulta le pédiatre. Le médecin examina attentivement le bébé et déclara qu'il s'agissait probablement de différences individuelles dans le développement. Soulagé d'entendre qu'il n'y avait rien de grave, Layton avait tout de même une intuition de mère qui lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Le week-end, lorsqu'elle en parla au dîner chez ses beaux-parents, Patricia réagit immédiatement. « Ton lait maternel n'est pas assez nourrissant », déclara-t-elle, avant de se lancer dans une explication pleine d'assurance en tant qu'ancienne infirmière. Si la qualité du lait maternel est médiocre, le bébé n'est pas rassasié, et c'est ce qui provoque les pleurs nocturnes. Je vais la prendre et m'en occuper pour toi. L'offre semblait gentille, mais Layton ressentit une certaine réticence. Cependant, face aux connaissances et à l'expérience professionnelle de Patricia, elle n'osa pas exprimer son anxiété. Tom appuya également la suggestion de sa mère, disant qu'il ne serait pas mauvais d'avoir l'avis d'une professionnelle. Le mardi soir suivant, juste après être rentrée de chez ses beaux-parents, Emily se mit soudain à pleurer intensément. C'étaient des pleurs différents de d'habitude, et rien ne parvenait à les calmer. Que Layton la prenne dans ses bras, essaie de lui donner du lait ou change sa couche, le bébé continuait de pleurer. Sa poitrine se serra d'angoisse et de panique. Quand elle demanda conseil à Tom, il se contenta de hausser les épaules avec une expression perplexe. Même après minuit, les pleurs ne cessaient pas, et Layton, désespéré, appela Patricia. La voix de Patricia au téléphone était d'abord ensommeillée, mais devint aussitôt claire lorsqu'elle comprit la situation. « C'est la conséquence d'une éducation d'amatrice », dit-elle. Les bébés perçoivent avec sensibilité l'anxiété de leur mère. Parce que tu es nerveuse, Emily n'arrive pas à se calmer. À partir de demain, je la prends pour quelques jours. Avec mon œil de professionnel, je saurai tout de suite quel est le problème. Ces paroles avaient un ton quelque peu autoritaire, plutôt que bienveillant. Layton hésita, mais Tom l'encouragea, « Maman est une ancienne infirmière, tout ira bien. » Finalement, ils décidèrent de confier Emily à sa belle famille le lendemain matin. Pendant 3 jours, Layton fut séparé d'Emily. La maison était silencieuse et elle aurait dû pouvoir se concentrer sur son travail, mais elle n'avait pas l'esprit tranquille. Chaque jour, Patricia n'envoyait qu'un bref message disant qu'Emily allait bien, sans donner de détails. Même lorsqu'elle proposa un appel vidéo, on le lui refusa sous prétexte que le bébé dormait. Le soir du 3e jour, Layton alla chercher Emily, son anxiété grandissant. Quand elle ouvrit la porte de la maison de ses beaux-parents, Patricia l'accueillit, le bébé dans les bras. En voyant Layton, Emily poussa un petit cri. Au moment où elle l'a pris, Layton retint son souffle. Le corps du bébé lui parut nettement plus léger qu'auparavant, et ses joues semblaient aussi un peu plus creuses. Lorsqu'elle posa la question avec une expression inquiète, Patricia déclara « Je l'ai nourri correctement ». Elle expliqua plutôt que, comme Layton l'élevait de manière surprotectrice, elle était simplement revenue à un poids approprié. Dans le salon, Jessica, assise sur le canapé, dit en riant « Tu es trop nerveuse ». Brian leva également les yeux de son journal et acquiesça calmement, le bébé a l'air en bonne santé. De retour chez elle, Layton observa attentivement l'état d'Emily. Le bébé avait certainement moins d'énergie qu'avant, et la quantité de lait qu'elle buvait avait également diminué. Lorsqu'elle en parla à Tom, il ne la prit pas au sérieux, faisons confiance à maman. Maman est une professionnelle de la santé, elle doit mieux savoir que nous, les amateurs. À ces mots, Layton se sentit seul. Personne ne comprenait son anxiété. Mais son instinct de mère continuait de l'alerter. Le lendemain, Layton prit secrètement rendez-vous chez le pédiatre et y emmena Emily. À la réception, elle ne mentionna pas l'avoir laissée chez ses beaux-parents, disant simplement qu'elle s'inquiétait de son poids. Lorsqu'on pesa le bébé dans la salle d'examen, elle avait perdu environ 200 grammes par rapport à son poids d'il y a 3 jours. Le médecin fronça les sourcils et déclara qu'une perte de poids durant cette période n'était pas normale. Il évoqua la possibilité qu'elle ait été placée dans un environnement stressant ou qu'elle n'ait pas reçu une alimentation adéquate. L'anxiété de Layton se mua en certitude. Elle devait cesser de laisser sa fille chez ses beaux-parents. Mais ce soir-là, alors que Layton avait raffermi sa résolution, Patricia appela. D'une voix enjouée, elle dit « Demain, c'est la fête d'anniversaire de Jessica, alors amène Emily aussi. » L'atmosphère qui se dégageait, même au téléphone, laissait entendre qu'une absence à la réunion de famille ne serait pas tolérée. Layton tenta de refuser, mais Tom lui prit le téléphone et répondit « Bien sûr que nous viendrons ». Il ajouta que c'était l'anniversaire de sa sœur et que sa mère avait hâte. Layton voulut protester,
mais elle se sentit écrasée par le désir de ne pas troubler l'harmonie familiale et par le doute que son anxiété ne soit que de la nervosité. Le samedi après-midi, Layton et Tom se dirigèrent vers la maison des beaux-parents avec Emily. Dans la voiture, Layton répéta plusieurs fois qu'elle voulait rentrer tôt ce jour-là, mais Tom écarta ses propos d'un geste léger, disant « C'est une fête spéciale, profitons-en ». Quand ils arrivèrent chez les beaux-parents, des proches étaient déjà rassemblés et le salon était animé. Jessica portait une nouvelle robe et discutait avec les invités en souriant. Patricia tendit les bras pour prendre sa petite fille, mais Layton refusa gentiment, disant « Je vais la garder aujourd'hui ». Une ombre de mécontentement traversa un instant le visage de Patricia, mais elle retrouva rapidement son sourire. La fête commença dans la soirée et se prolongea tard dans la nuit. Layton essayait de ne pas quitter Emily des yeux, mais la fatigue s'accumulait. Vers 22 heures, le bébé commença à avoir sommeil, et Layton la coucha dans le berceau installé dans la chambre d'amis à l'étage. Elle vérifia l'écoute de bébé et retourna au salon, mais au fond de son cœur, une angoisse sourde la tenaillait. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit, et Layton et Tom ne rentrèrent pas avant 1 heure du matin passé. Emily continua de dormir dans la voiture et fut tranquillement mise au lit dans la chambre à la maison. Layton, épuisé, se glissa également dans son lit et s'endormit aussitôt. Vers 2 heures du matin, Layton se réveilla en sursaut. Au début, elle ne sut pas ce qui l'avait réveillée, mais elle réalisa rapidement que c'étaient les pleurs d'Emily. Ce n'étaient pas ses pleurs habituels. Ils semblaient angoissés, intermittents, comme si quelque chose de terrible se passait. Layton bondit du lit et se précipita vers le berceau. Le visage du bébé était d'une pâleur mortelle. Sa petite bouche était ouverte, cherchant désespérément de l'air, mais elle ne parvenait pas à respirer normalement. Les yeux d'Emily étaient grands ouverts de peur, ses petites mains agrippant le vide. Le sang de Layton se glaça. Ce n'était pas de simples pleurs nocturnes. Quelque chose était coincé dans sa gorge. Paniqué, mais les mains tremblantes, Layton attrapa son téléphone portable et appela une ambulance. La voix calme de l'opératrice lui donnait des instructions, mais aux oreilles de Layton, elle semblait venir de très loin. Tom se leva d'un bond et cria, demandant ce qui s'était passé. Layton expliqua d'une voix éplorée tout en prenant Emily dans ses bras. Le corps du bébé tremblait légèrement, et sa respiration devenait de plus en plus faible. Tom appela précipitamment sa mère. Layton se demanda pourquoi il appelait Patricia à un tel moment, mais elle n'avait pas le loisir de penser à de telles choses. Entendant le son de la sirène de l'ambulance approcher, Layton parla désespérément à Emily. « Tout va bien. Maman est là. Les secours arrivent. » Les ambulanciers arrivèrent et placèrent rapidement Emily sur une civière. Layton monta avec eux dans l'ambulance et Tom suivit dans sa propre voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla durer une éternité. Les ambulanciers mirent un masque à oxygène sur le bébé et vérifièrent ses signes vitaux. Layton regardait sa fille en priant intérieurement. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, le personnel médical se mit à s'affairer. Emily fut emmenée dans la salle de soins d'urgence. Layton fut laissé dans le couloir et resta abasourdi, le dos contre le mur. Tom se précipita vers elle et passa son bras autour de ses épaules. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose de stupéfiant se produisit. Patricia et Jessica apparurent à l'hôpital. Layton, confuse, demanda « Pourquoi êtes-vous ici? Comment êtes-vous arrivé si vite ?» Tom répondit « Je les ai appelés. Maman a des connaissances médicales, j'ai pensé qu'elle pourrait aider. » Patricia s'approcha des infirmières et leur dit qu'elle était une ancienne infirmière. Puis, montrant Layton du doigt, elle déclara « La mère de cet enfant est une mère primipare manquant d'expérience. Elle ne comprend peut-être pas pleinement comment s'occuper d'un bébé. » En entendant ces mots, Layton se figea. C'était comme si on venait de la déclarer publiquement mère incompétente. Jessica dit à travers ses larmes « Pauvre Emily. » Ses larmes semblaient sincères, mais Layton sentit que quelque chose clochait. 30 minutes plus tard, la porte des urgences s'ouvrit et un médecin en sortit. Layton se précipita vers lui et demanda désespérément si sa fille allait bien. Le médecin dit d'un air grave « Nous avons retiré un corps étranger. Elle est hors de danger. » Layton versa des larmes de soulagement, mais les mots suivants du médecin firent se raidir son corps. « Madame, j'ai besoin de vous parler un instant dans une pièce privée. S'il vous plaît. » Patricia et Jessica tentèrent de suivre le médecin, mais il leva la main pour les arrêter. « Juste la mère, s'il vous plaît. » Patricia afficha une expression mécontente, mais n'eut d'autre choix que de reculer. Layton fut conduite par le médecin dans une petite pièce privée.
Tom tenta également de les accompagner, mais le médecin dit doucement, « Juste la mère pour commencer, s'il vous plaît. » Une fois la porte de la pièce fermée, le médecin l'invita à s'asseoir. Layton s'assit sur la chaise, les jambes tremblantes, et attendit les paroles du médecin. Celui-ci commença à parler en choisissant soigneusement ses mots. « Un petit morceau de plastique a été retiré de la gorge de votre enfant. Au début, j'ai pensé à une ingestion accidentelle, mais en y regardant de plus près, ce n'est pas le cas. » Layton, confuse, demanda « Que voulez-vous dire ?» Le médecin prit une profonde inspiration. Compte tenu de la forme de ce morceau de plastique et de la position dans laquelle il se trouvait dans la gorge, il n'a pas été avalé accidentellement. Il y a une très forte probabilité que quelqu'un l'ait délibérément mis dans la bouche du bébé. Layton n'en croyait pas ses oreilles. Délibérément ? Quelqu'un ? C'est impossible. Le médecin poursuivit, malheureusement, ce genre de cas n'est pas rare. Nous avons l'obligation de le signaler. Nous allons contacter la police. L'esprit de Layton se vida. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Elle avait été avec Emily toute la nuit. Non, ce n'est pas vrai. À la fête de ses beaux-parents, elle avait couché le bébé dans le berceau à l'étage. N'importe qui aurait pu y entrer. Layton demanda d'une voix tremblante, « À quoi ressemble ce morceau de plastique ?» Le médecin lui montra un petit fragment dans un sac transparent. Cela ressemblait à une partie d'un jouet. De l'autre côté de la porte de la pièce privée, Patricia parlait avec une infirmière. Quand Layton sortit, sa belle-mère se précipita vers elle. Son expression semblait inquiète, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide. Patricia dit d'une voix assez forte pour que les gens autour entendent, « N'aurais-tu pas mis quelque chose dans la bouche du bébé ? La dépression postpartum a peut-être altéré ton jugement. » Layton, choqué, s'écria, « Je n'ai rien fait. Jamais je ne ferai une chose pareille. » Mais Patricia continua, « Tu as agi étrangement ces derniers temps. Nerveuse, n'écoutant pas nos conseils. Le stress a peut-être causé des pertes de mémoire. » Jessica s'approcha également et dit en larmes, « Dis-nous la vérité. Personne ne te blâmera. » Layton regarda les deux femmes. À ce moment-là, des membres de la famille commencèrent à arriver les uns après les autres dans la salle d'attente de l'hôpital. Les oncles et tantes de Tom, ses cousins. Patricia s'approcha d'eux et leur parla à voix basse, mais Layton put entendre le contenu, « La belle-fille a apparemment mis quelque chose dans la bouche du bébé. Elle est mentalement instable à cause d'une dépression postpartum. » Le regard des proches sur Layton changea, ce n'était plus de la sympathie, mais des regards accusateurs et suspicieux. Layton chercha de l'aide auprès de Tom, mais son mari se contenta de baisser les yeux sans rien dire. Ne croyait-il pas sa femme ? Ou croyait-il davantage les paroles de sa mère ? Layton était complètement isolé. Elle n'avait aucun allié. Toutes les personnes présentes la blâmaient. Les larmes débordèrent et ne s'arrêtaient plus. Le médecin réapparut et annonça que la police était arrivée. 2 officiers entrèrent dans le couloir et dirent qu'ils voulaient parler à Layton. D'une voix tremblante, Layton répéta qu'elle n'avait rien fait. L'officier répondit calmement, « L'enquête révélera la vérité. » Patricia s'approcha des officiers et commença à donner son avis en sa qualité d'ancienne infirmière. Cette jeune mère manque d'expérience parentale et a montré des signes d'instabilité mentale récemment. Layton se sentit désespéré. La salle d'interrogatoire du poste de police était froide et impersonnelle. Layton était assise sur une chaise en métal face à 2 inspecteurs. Elle répétait la même chose encore et encore. Elle n'avait rien fait. Jamais elle ne ferait de mal à sa fille. Mais les expressions des inspecteurs étaient sceptiques. À 2 heures du matin, vous étiez seul avec le bébé. Qui d'autre aurait pu être là ? Layton expliqua désespérément. Après être rentrée de la fête de ses beaux-parents, elle était allée directement se coucher. Elle avait remarqué l'anormalité d'Emily à 2 heures. Jusque-là, il n'y avait eu aucun problème. Mais les circonstances jouaient contre Layton. Patricia avait donné un témoignage détaillé à la police. Ma belle-fille est mentalement instable à cause du stress lié à la garde d'enfants ces derniers temps. Quand j'ai essayé de l'aider, elle a refusé et a montré un comportement nerveux. La dépression postpartum est également une possibilité. Son titre d'ancienne infirmière donnait du poids à ses paroles. Jessica avait également témoigné en larmes, elle agissait bizarrement ces derniers temps. Elle montrait parfois des attitudes froides envers Emily. Lorsque Tom répondit aux questions de la police, il adopta une attitude ambiguë. Je ne suis souvent pas à la maison à cause du travail, donc je ne connais pas en détail l'état de ma femme. Cependant, il est vrai que ma mère et ma sœur étaient inquiètes.
En entendant ces mots, Layton sentit son cœur se briser. Son mari ne la croyait pas. Ils étaient mariés depuis 3 ans, avaient élevé leur fille ensemble. Pourtant, dans une situation critique, il se rangeait du côté de sa mère. L'interrogatoire se poursuivit tard dans la nuit. Layton était épuisé, las de répondre encore et encore aux mêmes questions. Puis, l'un des inspecteurs posa une nouvelle question. Pendant la fête, où était le bébé? Layton répondit, je l'avais couché dans le berceau, dans la chambre d'amis à l'étage. Quelqu'un n'aurait-il pu y entrer? Layton réfléchit. Oui, la porte était ouverte. Il y avait beaucoup de membres de la famille et de proches, donc n'importe qui aurait pu monter. À ce moment-là, Layton se souvint de quelque chose. Quelques semaines auparavant, se sentant anxieuse face à l'implication excessive de sa belle-mère et au comportement étrange d'Emily après avoir été laissée chez eux, Layton avait acheté une petite caméra de surveillance. C'était un modèle avec une fonction d'écoute bébé qui pouvait aussi enregistrer. Par intuition maternelle, elle voulait avoir une preuve au cas où quelque chose arriverait. Elle avait caché cette caméra au fond du sac à langer sans le dire à personne. Chaque fois qu'elle allait chez ses beaux-parents, elle emportait toujours ce sac et le plaçait près du berceau. Layton dit avec excitation aux inspecteurs, il pourrait y avoir une preuve. J'avais une caméra cachée dans le sac à langer. Je l'avais sûrement emportée à la fête. Les inspecteurs se regardèrent. Où est ce sac maintenant? Layton répondit, il devrait être dans la chambre à la maison. S'il vous plaît, vérifiez. Je vous en supplie. Le lendemain matin, la police perquisitionna le domicile de Layton et saisit le sac à langer. Ils vérifièrent ensuite les enregistrements de la caméra. Au début, rien de particulier. Le brouhaha de la fête, les rires, la musique. Mais la séquence filmée après 22 heures, après que Layton ait couché Emily à l'étage, fut décisive. Ce qui apparut à l'écran, c'était Jessica. Elle vérifia les environs avant de s'approcher du berceau. Emily dormait paisiblement. Jessica regarda le bébé, son expression complexe. Une expression tordue, mêlant amour et haine. Puis, elle sortit quelque chose de sa poche. Un petit morceau de plastique. Jessica hésita, resta immobile, mais finalement, comme si elle avait pris sa décision, elle ouvrit la bouche du bébé et enfonça le corps étranger au fond de sa gorge. Emily toussa légèrement, mais se calma rapidement. Jessica quitta précipitamment la pièce. Les inspecteurs qui virent la séquence agirent immédiatement. Ils se rendirent au domicile de Jessica et l'arrêtèrent en urgence. Au début, Jessica nia, mais face aux preuves, elle s'effondra. Puis, elle commença à tout avouer. En pleurant, elle parla de sa souffrance. Les traitements pour la fertilité avaient échoué à de nombreuses reprises. Chaque mois, elle espérait, pour être ensuite plongée dans le désespoir. Aller à l'hôpital, endurer la douleur, dépenser de l'argent, et toujours pas d'enfant. Pendant ce temps, sa belle-sœur était tombée enceinte facilement et élevait un bébé dans la joie. Toute la famille adorait Emily, et elle se sentait comme une existence oubliée. Sa mère, son frère, tout le monde ne parlait que d'Emily. Personne ne comprenait sa souffrance. Jessica continua, si le bébé n'était pas là, elle connaîtrait aussi la même souffrance que moi. Alors peut-être qu'elle comprendrait enfin mes sentiments. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste la faire souffrir un peu, juste pour lui faire peur. Mais au moment où j'ai mis le corps étranger, je l'ai regretté. Mais il était déjà trop tard. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Cependant, au fur et à mesure que l'interrogatoire avançait, un fait encore plus choquant fut révélé. Jessica avait également consulté sa mère, Patricia. Et la belle-mère non seulement connaissait ce plan, mais avait encouragé sa fille dans un but précis. Patricia fut également convoquée par la police. Au début, elle tenta de protéger sa fille, mais lorsque Jessica témoigna de l'implication de sa mère, elle se résigna et commença à dire la vérité. En réalité, le père de Patricia, c'est-à-dire le grand-père de Tom et Jessica, avait laissé un testament avant de mourir. Il y était stipulé qu'il léguerait un fonds en fiducie d'1 million de dollars au premier arrière-petit-enfant. Emily était ce premier arrière-petit-enfant. Patricia avait souffert de l'infertilité de sa fille. Et elle pensait que si Emily disparaissait, Jessica pourrait adopter. Si elle enregistrait cet enfant adopté comme le premier arrière-petit-enfant, le million de dollars reviendrait à Jessica. Pour l'avenir de sa fille, pour son bonheur en tant que mère, elle voulait faire quelque chose pour elle. Alors, quand Jessica lui a parlé de son plan, elle ne l'a pas arrêté. Au contraire, elles ont réfléchi ensemble à la manière de ne pas être suspectées. Patricia parla à travers ses larmes, c'était douloureux de voir ma fille souffrir.
En tant que mère, je voulais faire quelque chose pour elle, mais je ne réalise que maintenant la gravité de ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire du mal à un bébé innocent. Nous avons fait quelque chose d'irréparable. La police les arrêta formellement toutes les deux. Jessica serait accusée d'agression, Patricia de complicité. Layton apprit toute la vérité et son corps tremblait de colère et de tristesse. La famille en qui elle avait eu confiance avait tenté de faire du mal à sa fille bien-aimée pour de l'argent, par jalousie, pour leur propre désir. Tom, apprenant tout, resta abasourdi. Sa mère et sa sœur avaient essayé de tuer sa fille. Et lui, il avait douté de sa femme et l'avait isolée. Il s'excusa auprès de Layton à de nombreuses reprises, mais les blessures de Layton étaient profondes. « Tu ne m'as pas cru. Dans une situation critique, tu t'es rangé du côté de ta mère. » À ces mots, Tom ne put rien répondre. Le procès commença. Jessica plaida au tribunal qu'il n'y avait pas d'intention de tuer. Elle voulait seulement faire peur. Mais l'accusation soutint que l'acte d'introduire un corps étranger dans la gorge mettait clairement la vie du bébé en danger. Patricia plaida en larmes qu'elle voulait seulement protéger sa fille, mais l'expression du juge était sévère. Le jour du verdict, la salle d'audience était silencieuse. Le juge condamna Jessica à 3 ans de prison et Patricia à 2 ans, les deux peines étant fermes. Les deux femmes s'effondrèrent en pleurant. Layton se tint à la barre des témoins et fit sa déclaration finale. Au nom de la famille, vous avez blessé un bébé innocent. Pour de l'argent, par jalousie, pour vos propres désirs. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont des liens formés par l'amour et la confiance. Vous n'aviez rien de tout cela. Ma fille n'appellera jamais des gens comme vous sa famille. Patricia et Jessica ne pouvaient plus lever les yeux. Tom regarda le dos de Layton alors qu'elle quittait la salle d'audience avec des yeux remplis de chagrin. Après la fin du procès, Layton ne tenta pas de réparer sa relation avec Tom. Elle lui dit tranquillement, « Tu ne m'as pas cru. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi les paroles de ta mère. Cette blessure ne guérira jamais, peu importe tes excuses. » Tom s'excusa de nombreuses fois et la supplia de recommencer, mais la résolution de Layton était ferme. Un mariage où la confiance a disparu n'a pas d'avenir. La procédure de divorce avança rapidement et la garde de l'enfant revint naturellement à Layton. Emily se remit complètement. Le souvenir de cette nuit terrible ne resterait pas dans le cœur du jeune bébé. Layton déménagea dans la banlieue de New York où vivaient ses parents et commença une nouvelle vie avec leur soutien chaleureux. Elle continua son travail de graphiste en freelance, travaillant de chez elle tout en élevant Emily. Le travail se passait bien et elle gagna de nouveaux clients. Le premier anniversaire d'Emily fut célébré, entourée des parents de Layton et d'amis qui les aimaient vraiment. En regardant sa fille souffler la bougie sur le gâteau, Layton put rire de tout son cœur. Ces jours sombres appartenaient désormais au passé. Dorénavant, elle mènerait une vie remplie d'un amour véritable. 1 an plus tard, Layton fit une nouvelle rencontre. Il s'appelait Michael, un instituteur doux et bienveillant. Il aimait Emily comme sa propre fille. Ils se promenaient ensemble dans le parc. Il lui lisait des livres d'images et se réjouissait avec elle quand Emily fit ses premiers pas. Layton put de nouveau croire en l'amour. Et l'année suivante, ils se marièrent. Un dimanche de printemps, Layton, Michael et Emily, âgés de 2 ans, se promenaient dans le parc. Les fleurs de cerisier dansaient dans le vent, un après-midi paisible. C'est alors qu'elle remarqua une femme âgée assise sur un banc. C'était Patricia. Elle avait purgé sa peine et avait été libérée. La belle-mère remarqua Layton et les autres et se leva. Son visage avait perdu sa dignité d'antan et était couvert de rides profondes et de tristesse. Elle appela le nom de Layton d'une voix tremblante, mais Layton s'arrêta calmement. Michael prit Emily dans ses bras et garda une certaine distance. Patricia tenta de s'approcher, mais Layton lui dit doucement mais clairement, « Ne vous approchez plus jamais de nous. Nous avons une nouvelle famille. Il n'y a pas de place pour vous. » La belle-mère s'effondra en larmes, suppliant son pardon, mais Layton s'éloigna sans se retourner. Emily riait dans les bras de Michael, tendant sa petite main pour essayer d'attraper les pétales de cerisier. Jessica purgeait toujours sa peine. Son mari, Brian, avait divorcé et avait commencé une nouvelle vie. Son ex-mari, Tom, restait célibataire, venant voir Emily une fois par mois pour son droit de visite, mais la relation était distante. Emily avait commencé à appeler Michael papa plutôt que son père. 1 an plus tard, Layton et Michael eurent un fils. La famille de 4 personnes construisait un foyer rempli d'amour et de confiance véritable. Le week-end, ils cuisinaient ensemble et après le dîner,
la famille s'amusait avec des jeux de société. Emily devint une gentille fille qui prenait bien soin de son petit frère. Un soir, dans la chambre, Michael demanda à Layton, « Penses-tu parfois à ce qui s'est passé à l'époque » Layton répondit doucement, « Parfois. Mais cette expérience m'a rendue plus forte. Elle m'a appris ce qui est vraiment important. » Michael serra sa femme dans ses bras. « Tu es une mère merveilleuse et une femme merveilleuse. » Layton regarda par la fenêtre. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont des liens unis par l'amour et la confiance. Gravant cela dans son cœur, elle s'endormit dans une paix profonde. Les blessures du passé avaient cicatrisé et l'avenir était plein d'espoir. Le rire d'Emily, le souffle endormi de son fils, la chaleur de Michael. C'était le bonheur qu'elle avait toujours cherché. Ayant surmonté un sombre passé, Layton avait trouvé une vraie famille.